Bonjour Patricia Lemarchand, vous êtes médecin pneumologue au CHU de Nantes et professeur de biologie cellulaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Institut du Thorax. Ici, vous travaillez à la lutte contre l'infarctus du myocarde. Dans cette lutte, il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, c'est le travail sur les cellules IPS, donc cellules souches pluripotentes induites. Ce ne sont pas des cellules souches, ce sont des cellules différentes qui sont spécifiques, en ce sens qu'elles ne sont pas spécifiées. Si l'on peut dire, ce sont des cellules qui ne sont pas encore programmées et que vous travaillez, vous, justement, à reprogrammer pour recréer des tissus du cœur, par exemple, vous travaillez à les reprogrammer en cellules souches. Ces recherches participent d'une définition de la médecine qu'on pourrait définir aujourd'hui comme médecine dite personnalisée ou médecine de précision. C'est une expression qui n'est pas très intuitive puisqu'on imagine que la médecine elle-même, a priori, est personnalisée, elle concerne un médecin, un patient, une maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut comprendre cette notion de médecine personnalisée qui est un des axes de recherche de Data Santé et qui participe à une nouvelle façon de comprendre la médecine aujourd'hui? Alors, moi, je pense que le mot médecine personnalisée, il est apparu en fait un peu en miroir de l'époque précédente, en fait, qui était la fin du XXe siècle, qui était le développement de l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves. Où là, c'était la première approche sur la médecine en grand nombre, c'est-à-dire sur des très grandes cohortes de patients. L'idée de tester des médicaments, des stratégies diagnostiques thérapeutiques sur des nombres très importants de patients, 10 000, 100 000, plus encore. Et à l'issue donc de ces études de cohorte, eh bien, ont été écrites des recommandations pour un grand nombre de maladies sur comment faire le diagnostic, comment traiter les patients, avec un traitement relativement uniforme pour tous ces patients. Et donc, l'evidence-based medicine, ça a pas mal marché parce que, comme elle l'indique, donc elle est fondée sur les preuves. Donc, on avait des preuves scientifiques, en particulier d'efficacité des médicaments, mais on avait aussi, à chaque fois, un certain nombre de patients chez lesquels le traitement pouvait ne pas être efficace, entraîner des effets indésirables ou être peu efficace ou au contraire extraordinairement efficace chez certains et moins chez d'autres. Et donc, il y a eu un mouvement, à mon avis, de recul un peu, hein, de prise de champ pour dire peut-être qu'on a besoin d'approches moins uniformes en fonction d'une grande caractéristique de maladie et d'aller plus en profondeur dans les sous-types de patients. Pour prendre un exemple, par exemple, c'est celui de l'asthme. Donc l'asthme, il y a une définition générale, mais on sait qu'il y a beaucoup de différents types d'asthme. Il y a des asthmes sévères et des asthmes moins sévères, des asthmes allergiques, des asthmes qui ne le sont pas, des asthmes du sujet âgé, des asthmes au contraire qui font suite à des dermites atopiques dans l'enfance, etc. Et donc on s'est mis plutôt à découper les patients en sous-types en fait, de patients, en sous-catégories. On a pu, dans certains cas, mais pas dans tous, être aidé par la génétique aussi, qui nous a permis de, là aussi, éventuellement classer les patients en fonction de profils génétiques particuliers. Et on est arrivé à ce terme de médecine personnalisée, donc, qui voudrait dire que la prise en charge du patient, elle ne dépend pas seulement de l'étiquette diagnostique qu'on lui a posée, mais aussi de toute une série de caractéristiques qui peuvent être des caractéristiques socio-économiques, environnementales, en fonction de ce qu'il fait, professionnel, son travail, là où il vit, son sexe, évidemment. Hein, hommes et femmes, ce n'est pas forcément la même chose. Et puis, éventuellement, de son patrimoine génétique. Alors, les cellules souches dont vous parliez tout à l'heure, les cellules souches pluripotentes induites, elles s'inscrivent aussi dans cette stratégie parce que l'idée, c'est de partir d'un patient, par exemple, qui a un trouble du rythme dont on soupçonne qu'il est héréditaire. Donc, il y a d'autres cas dans la famille. Ça fait longtemps que l'Institut du Thorax est impliqué dans l'identification de ces patients, l'identification des gènes qui sont responsables de ces arythmies et du mécanisme de l'hérédité chez ces patients.
Donc chez ces patients atteints d'arythmie héréditaire, on peut maintenant prélever des cellules, ça peut être un simple prélèvement de sang ou un prélèvement d'urine, et on va reprogrammer ces cellules en cellules souches et ensuite les différencier en cellules cardiaques qui auront donc le patrimoine génétique du patient. Et donc, alors qu'auparavant, on n'avait pas finalement accès à du tissu cardiaque chez ces patients, parce qu'évidemment, on ne va pas aller leur prélever un morceau de cœur pour l'étudier au laboratoire, et bien là, on a la possibilité donc d'étudier les cellules du patient lui-même, de comprendre éventuellement sa maladie et de tester des médicaments. Donc on va bien vers une démarche de médecine personnalisée, adaptée au patient lui-même. Alors vous participez au programme de recherche Data Santé et vous y amenez une expérience de terrain, une expérience sur un trouble, une maladie qui s'appelle le syndrome de Brugada, donc qui provoque des troubles du rythme cardiaque, des arythmies, qui est une maladie rare et héréditaire. Le Data Santé est un programme qui vient des sciences humaines et sociales. Est-ce que les sciences humaines et sociales ont pu éclairer cette recherche-là? Alors, c'est difficile de répondre à votre question. D'abord, je pense que ça c'est très important. Moi, je ne considère pas les sciences humaines et sociales comme des prestataires de services éthico-symboliques, hein, qui est une phrase que j'aime bien de Madame Hervieux, qui fait partie du comité scientifique du CNRS. On n'appelle pas les SHS en fait à notre secours ou à la rescousse en disant bah tiens là il y a des problèmes éthiques, tu veux pas regarder et puis nous on s'occupe d'autre chose. Non, ça s'inscrit plutôt en fait dans une réflexion pluridisciplinaire en fait, c'est de réfléchir à plusieurs. Moi j'ai vu quand même que c'était très utile parce que nous on pressent quelquefois des questions sans savoir bien les poser. Et ce sont finalement nos collègues, en particulier philosophes des sciences et épistémologues, qui vont nous aider à poser vraiment les questions qui nous turlupinent. Bon, les questions du droit, elles sont très importantes dans ce qu'on fait. Donc c'est toujours intéressant d'avoir dans l'équipe un juriste ou une juriste. Je dirais que c'est un apport pluridisciplinaire, une richesse en fait dans notre travail qui est extrêmement importante. Mais je ne peux pas donner en fait de références précises parce que c'est une histoire de mayonnaise en fait qui va prendre autour d'un sujet et qui va du coup lui donner une puissance qu'on n'a pas quand on est chacun de notre côté. Peut-être alors à partir de votre expérience sur le syndrome de Brugada, expliquer comment vous en êtes venu à participer à ce programme Data Santé, ce qui vous a motivé dans ce programme à partir de cette expérience-là, de cette recherche sur le syndrome de Brugada. Alors le syndrome de Brugada, on est un peu dans une impasse dans la mesure où bon, déjà le diagnostic est difficile et puis c'est donc des patients qui sont à risque de faire une mort subite, mais ce risque est très difficile à appréhender a priori. C'est-à-dire que quand on a un patient qui a un syndrome de Brugada et qui lui-même n'a pas fait de troubles du rythme graves, c'est compliqué de pouvoir lui dire bah, vous êtes très à risque, il va falloir vous équiper d'un défibrillateur pour prévenir une éventuelle mort subite, ou bien vous avez un syndrome de Brugada, mais vous n'avez pas une forme sévère et on n'a pas besoin de vous mettre de défibrillateur. Et donc, on est un peu dans une impasse parce que les recherches en génétique qui ont été conduites en particulier à l'Institut du Thorax, en fait, ont montré que ce n'était pas la bonne vieille maladie monogénique comme on la connaît par ailleurs et qu'il suffirait de chercher des mutations sur tel ou tel gène pour comprendre en fait la gravité de la maladie. C'était beaucoup plus complexe que ça. Et donc, on s'est tourné vers d'autres approches. Et en particulier, pour autant, on sait que les cellules donc, cardiaques que l'on a à partir des cellules souches reprogrammées de ces patients
ont des profils cellulaires un peu particuliers, qu'on peut trouver des différences avec des cellules qui viendraient de quelqu'un qui n'a pas de syndrome de Brugada. Et il se trouve qu'il y a une équipe américaine, il y a déjà une petite dizaine d'années, a commencé à mettre en place des bibliothèques virtuelles, mais néanmoins importantes, avec plus d'1 million de profils, donc des profils cellulaires, donc de cellules, dans des circonstances diverses, soit de patients atteints de maladies variées, soit des cellules normales ou de sujets contrôle, mais pour lesquels on a mis telle ou telle substance et on a regardé ce que ça fait. Et donc l'idée, c'est de prendre les profils cellulaires des patients atteints de Brugada et d'aller dans cette bibliothèque chercher des profils qui ressemblent au profil cellulaire de nos patients et regarder ces profils cellulaires similaires, quelles drogues ont été appliquées, pourquoi, qu'est-ce que ça a provoqué, et donc peut-être nous donner des nouvelles idées de traitement. Alors on appelle ça la connectivity map, hein, le nom indique bien, hein, c'est une histoire de connexion en fait entre gènes. On a un profil global qui est altéré, qui n'est pas tout à fait normal. On n'est pas capable de mettre le doigt sur un truc très précis, on voit juste la globalité du profil, et on va chercher des profils équivalents dans cette bibliothèque. Et donc là, Data Santé nous a permis de recruter un bioinformaticien pour faire ces études, de discuter aussi avec les philosophes des sciences qui ont vu notre raisonnement évoluer et notre approche du Brugada évoluer dans le temps et qui nous ont aidés à mettre des mots sur cette évolution qu'on était en train de faire. Donc d'essayer peut-être de lâcher un peu le tout génétique pour être un peu plus sur le cellulaire, réfléchir aussi à des scores cliniques pour évaluer le risque du patient, qui pourrait d'ailleurs inclure des caractéristiques génétiques ou cellulaires hein, dans ces scores. Donc on a une vision beaucoup plus globale qu'on l'avait avant Data Santé.